Bienvenue dans cette 16e capsule d'aide pédagogique aux étudiants en technologie de fabrication. On parle toujours de procédés d'obtention de pièces brutes et aujourd'hui on parle de soudage. Le principe du soudage, c'est qu'on a deux pièces à assembler, une source de chaleur et le métal d'apport. La chaleur fait fondre une partie des deux pièces et du métal d'apport. On obtient ainsi le joint de soudure qui se solidifie et on obtient un assemblage soudé. Donc, quand on a les deux pièces et le métal d'apport de même nature, on parle de même température de fusion. Donc, c'est ce qu'on appelle le soudage autogène ou tout simplement le soudage. Par contre, on peut avoir des natures différentes du métal et donc, dans ce cas-là, des températures de fusion différentes et on parle de brasage. Dans ce cas-là, c'est généralement le métal d'apport qui a une température de fusion plus faible. La chaleur fait fondre uniquement le métal d'apport. On obtient un joint de brasage. Donc, et si on compare les deux, de point de vue résistance mécanique, le soudage est nettement supérieur au brasage. Par contre, le brasage est supérieur de point de vue déformation post-soudage, c'est-à-dire après soudage. De plus, le brasage est non permanent comme moyen d'assemblage parce qu'en chauffant, on peut se débarrasser du joint parce qu'il a une température de fusion plus faible et on retrouve exactement les deux pièces à assembler dans leur forme initiale. Par contre, le soudage il est permanent car c'est impossible de désassembler sans endommager. On ne peut pas retrouver le profil initial. Le pseudo-brasage, dont on parle souvent, c'est un procédé qui a le principe du brasage, mais une technique ou un mode opératoire qui ressemble à celui du soudage. Donc, c'est par essence un brasage. On va se concentrer dans la suite de ce document sur le soudage. Revoyons maintenant quelques considérations pratiques pertinentes à tous les modes de soudage. En fait, le premier point, c'est la protection du cordon contre l'oxydation. Puisque le métal liquide est très oxydable, il faut penser à bloquer l'arrivée d'oxygène si on ne veut pas avoir un joint qui est oxydé. Ceci dépend du procédé, on verra ça au cas par cas. Il faut aussi éviter ou minimiser les déformations qui arrivent après le soudage, ce qu'on appelle déformation post-soudage. L'assemblage se déforme à la solidification du joint de cette façon ou quelque chose de similaire. Comment on va faire ça? Première solution, le bridage de l'assemblage. Donc l'assemblage soudé est bridé ou fixé et à la solidification, il n'y aura pas de déformation puisqu'il n'a pas de degré de liberté. Par contre, s'il n'y a pas de déformation, il peut y avoir des contraintes internes qui peuvent être très nocives pour l'assemblage. Ça fragilise l'assemblage. On peut penser aussi à une pré-déformation inverse. Si on sait, ou par expérience, on sait comment ça se déforme, on va déformer l'assemblage avant de l'assembler de cette façon-là. Donc, on va obtenir un joint qui va se déformer, il va atteindre la position voulue. On peut utiliser aussi un procédé plus focalisé. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la ZAT ou la zone affectée thermiquement. Et c'est la solidification de l'azate qui va entraîner la déformation de l'assemblage. Donc il faut penser à réduire l'azate par un procédé plus focalisé. Donc la déformation va être moindre. Donc ça serait une déformation de ce genre-là ou de cette envergure-là plutôt qu'une déformation plus grande avec une ZAT plus grande. Si on ne réussit pas à les éviter, il faut corriger ces déformations et atténuer ou diminuer les contraintes internes. Comment? Mécaniquement, par redressage, on peut corriger les déformations. C'est le travail que fait le taulier sur les voitures endommagées. Et aussi, on peut effectuer un traitement thermique de recuit pour dissiper ou atténuer les contraintes internes dans les assemblages soudés.
De plus, les procédés de soudage sont généralement classés selon la source d'énergie qu'ils utilisent. On peut trouver l'énergie thermochimique, on parle du soudage au gaz ou le soudage oxyacétylénique qu'on appelle aussi le soudage au chalumeau, ou bien le soudage aluminothermique qu'on utilise pour réparer les chemins de fer brisés. On utilise aussi l'énergie électrothermique, donc principalement le soudage à l'arc électrique, le TIG, le MIG, le MAC, on va voir, ou aussi le soudage à la résistance électrique qui utilise le principe ou l'effet Joule. On peut utiliser aussi l'énergie mécanique comme source de chaleur. On parle du soudage par friction pour le soudage d'arbres ou aussi le soudage par ultrasons ou autre type. Il y a également l'énergie focalisée, principalement le bombardement électronique ou bien le laser, le soudage au laser, où c'est du bombardement photonique. Donc ce serait des photons qu'on va bombarder, on va exploiter l'énergie du choc pour faire fondre le métal. Dans une zone très restreinte, c'est pour ça qu'on appelle énergie focalisée. Notre programme, il porte sur ces éléments-là. Le programme de PT1, donc c'est soudage au gaz, soudage à l'arc électrique et soudage à la résistance. Passons tout de suite au soudage oxyacétylénique. Le principe, c'est qu'on a deux plaques à souder. On a de l'oxygène et de l'acétylène. Les deux alimentent un chalumeau. La flamme qui en résulte, qui sort de la buse du chalumeau, fait fondre une partie des deux plaques et probablement le métal d'apport aussi, et on obtient le joint soudé. Donc si on voit ça en 3D sur une plaque, le chalumeau se déplace conjointement avec la baguette de métal d'apport et de la poudre est versée sur le joint pour le protéger contre l'oxydation. Ça s'appelle de la poudre flux. Ensuite, elle est enlevée et on obtient le joint soudé. Les applications de ce type de soudage, c'est généralement soudage de tôle mince, raboutage de tubes, c'est-à-dire bout à bout, ou secondairement de l'oxycoupage. Ce n'est pas du soudage, c'est du coupage qui utilise le même équipement. L'avantage de ce type de soudage, c'est que la préparation est peu contraignante relativement au soudage à l'arc, mais il y a des limitations. La principale, c'est la minceur des tôles soudables. En fait, pour souder des tôles épaisses, il faut exécuter plusieurs cordons. Un premier va faire fondre une toute petite partie de chaque élément à souder. Le deuxième va faire fondre une partie d'une pièce et une partie du premier cordon. Donc il faut viser une partie du premier cordon, ainsi de suite. On fait plusieurs cordons des deux côtés. Si je fais un zoom ici, je focalise encore plus sur le deuxième cordon. Regardez le deuxième cordon, il fait fondre une partie du premier pour qu'on puisse progresser et ne pas détruire ce qu'on a déjà fait. Le problème avec le soudage oxyacétylénique, c'est que la ZAT, la zone affectée thermiquement, est trop grande. Donc, elle va faire fondre tout le premier cordon. On ne peut pas ajouter et bâtir après le premier cordon. Donc, il est impossible de faire fondre une partie. Donc, impossible de faire plusieurs cordons. Donc, impossible de faire des tôles épaisses. Donc c'est limité aux tôles minces. De plus, la ZAT trop grande provoque des déformations trop grandes aussi. Et c'est un procédé dont l'automatisation est très difficile et il est en train d'être délaissé. Passons maintenant au soudage à l'arc électrique. Voyons le principe. Donc deux pièces à assembler sont préalablement nettoyées et préparées. Le poste de soudage est essentiellement un générateur de courant, d'où sortent deux électrodes. Donc l'une va dans la torche de soudage qu'on appelle et l'autre dans une pince qui alimente l'une des deux pièces. Si on se focalise, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assemblage?
Donc, il y a une électrode qui est la pièce, l'autre électrode, c'est la torche de soudage qui peut être une électrode simple ou une électrode combinée avec du métal d'apport. Donc, il y a un arc électrique qui va se passer, très énergétique, et on va obtenir une ZAD qui est relativement petite. C'est une ZAD relativement faible par rapport au soudage oxyacétylénique. Donc, ça va générer peu de déformation. Et ça peut donc rendre possible de souder de grandes épaisseurs aussi. Par contre, la préparation est assez contraignante parce que des saletés peuvent empêcher l'arc de s'établir. Donc l'électrode, elle peut être, comme on l'a dit, fusible ou bien réfractaire, c'est-à-dire infusible. Et la protection du cordon peut se faire aussi par un enrobage, par un gaz inerte ou bien aussi par un gaz actif. Donc selon ces choix-là, on va avoir les différentes variantes qu'on verra tout à l'heure. Première variante, soudage à l'arc électrique à l'électrode enrobée. Donc c'est une électrode fusible et la protection du joint est sous forme de l'enrobage du métal d'apport. Donc on a les deux électrodes comme d'habitude. Si on fait un zoom sur l'électrode enrobée, donc on a l'enrobage qui est un matériau fragile mais qui est fusible. Donc il va fondre et il va flotter au-dessus du joint pour le protéger. Et l'âme, le cœur de l'électrode, c'est du métal qui est de même nature que les pièces à souder, puisqu'on parle de soudage autogène. D'accord? L'arc s'établit, donc, et il va y avoir des projections du métal de l'électrode sur l'assemblage pour former le joint, et aussi projection de gouttelettes de l'enrobage fusible. Et on va avoir un joint qui se forme progressivement et qui se protège progressivement par l'enrobage rendu liquide. Ensuite, cet enrobage-là se solidifie, on le casse, il est fragile et on obtient le joint soudé. Donc c'est relativement peu coûteux par rapport à d'autres techniques de soudage à l'arc qu'on verra tout à l'heure. Par contre, l'automatisation est difficile puisque donc les baguettes sont de longueur relativement faible. Passons au MIG. MIG, c'est quoi? C'est Metal, c'est-à-dire électrode fusible en métal, Inert Gas. Donc, son nom indique sa nature. La protection, c'est avec du gaz inerte. Donc, le MIG, c'est un soudage à l'électrode fusible avec protection en gaz inerte. On utilise un poste de soudage MIG qui va générer le courant comme d'habitude, sauf que la torche de soudage, elle va être alimentée aussi par une bobine en métal d'apport enroulé. D'accord? Donc c'est du métal d'apport généralement malléable, qui est de même nature que les pièces à souder. En plus, cette torche-là, elle va s'alimenter en gaz inerte, qui est généralement de l'argon ou de l'hélium, pour protéger donc le joint. Regardons plus proche, qu'est-ce qui se passe au niveau de la torche. Regardons qu'est-ce qui se passe plus proche au niveau de la torche. Donc on a une protection par le jet de gaz inerte, ensuite l'arc électrique et la projection de gouttelettes de métal pour former le joint et un déplacement le long du joint comme d'habitude. Donc ça soude les fortes épaisseurs, se prête bien à l'automatisation, donc on n'a pas l'inconvénient du soudage à l'électrode enrobée qui ne se prête pas bien à l'automatisation. Par contre, c'est relativement coûteux vu le coût du gaz inerte. Le TIG, c'est comme le MIG mais avec un T. Pourquoi TIG? Parce que c'est tungstène. Donc on parle ici d'une électrode réfractaire et non pas d'une électrode fusible. Le tungstène, c'est un matériau réfractaire. 3410 degrés Celsius comme température de fusion. Et inert gas, donc la protection, c'est comme le MIG, c'est en gaz inerte. Donc on va avoir essentiellement la même chose, sauf que le poste de soudage, il est généralement ou essentiellement un générateur de courant et il ne fournit pas en métal d'apport, puisque le métal d'apport est
va être amené indépendamment. Donc on a la torche dans laquelle il y a une électrode réfractaire en tungstène. Elle est mise en contact par le courant provenant du poste et alimentée en gaz inerte. Le métal d'apport, il est amené sous forme de baguette de façon indépendante à l'extérieur de la torche. Donc si on fait un zoom, ce qui se passe ici, on a la protection en gaz inerte et on a l'arc qui s'établit entre l'électrode et une des pièces, et ensuite la projection de gouttelettes, et non pas à partir de l'électrode qui est réfractaire, mais à partir de la baguette en métal d'apport qui est optionnelle. On peut avoir du TIG sans métal d'apport. Et ensuite, tout le dispositif se déplace le long du joint. Ça se prête également bien à l'automatisation, ça soude les fortes épaisseurs, et c'est également relativement coûteux, mais comme avantage supplémentaire, on peut faire des joints sans métal d'apport, chose qu'on ne peut pas avec le MIG. Parlons maintenant du MAG. En fait, c'est comme le MIG, mais avec un A, c'est-à-dire on parle toujours d'une électrode fusible, metal, donc pour électrode fusible, mais au lieu de IG, on a AG, c'est-à-dire active gas, donc c'est du gaz actif, ce n'est pas le gaz inerte coûteux. Donc on a le même dispositif que le MIG, ça c'est le MIG, donc tout ce qui va changer c'est quoi? C'est la bouteille. Au lieu de l'argon ou de l'hélium qui coûte cher, on va avoir une bouteille de gaz carbonique qui coûte moins cher. Est-ce que ça fonctionne? Quand ça fonctionne, c'est moins coûteux que le MAG, mais sauf que ça ne fonctionne pas toujours. Ce n'est pas applicable pour les aciers alliés. Pourquoi? Parce que en fait, le gaz de protection, c'est le CO2. Donc c'est un gaz qui contient le O2 avec du carbone. Et les éléments d'alliage sont généralement plus oxydables que le carbone. Donc s'il y a un acier avec des éléments d'alliage, l'oxygène va être tenté de quitter le carbone et d'aller oxyder les éléments d'alliage et on va perdre les éléments d'alliage. Donc ça ne s'applique que aux aciers non alliés, les aciers E, S et C. Parlons maintenant de soudage à la résistance. Le principe de ce soudage basé sur l'effet Joule, c'est qu'on a deux tôles disposées par recouvrement, l'une recouvre l'autre. On a une pince de soudage à résistance. Donc, il y a une alimentation en air comprimé pour appliquer une force de pression à l'endroit du point de soudure et aussi du courant électrique pour faire passer le courant à travers les électrodes en cuivre. Vous voyez que les électrodes sont chaudes, la couleur a changé. Ensuite, il va y avoir fusion exactement au joint, pas au milieu des deux tôles. Pas au milieu de l'épaisseur totale, mais vraiment à l'interface des deux tôles parce que c'est à cet endroit-là que la résistance est maximale. Donc même si on a deux tôles d'épaisseur différentes, le point de soudure va être à l'interface des deux tôles. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace, le point se solidifie et on fait d'autres points. Ceci a l'avantage de ne pas nécessiter le métal d'apport. Et aussi, aucune protection n'est nécessaire, puisque le point de soudure est protégé par les deux tôles contre l'oxygène. Par contre, on ne peut travailler que par recouvrement, le mode qui est présenté ici dans le graphique, ou bien par revêtement, ou par relèvement des bords, excusez-moi. Relèvement des bords, c'est quand on prend les deux tôles, on relève les bords, et on fait des points de soudure de cette façon-là. Ceci s'appelle du soudage à la résistance par points. Il y a aussi d'autres types qu'on verra tout de suite. Il y a le soudage à la résistance à la molette. C'est qu'on va avoir des molettes, ce sont des roues qui vont se déplacer, qui vont rouler. On peut appliquer des forces dessus et ces roues-là en cuivre ou ces molettes-là en cuivre sont alimentées en courant. On appuie, on obtient ici un joint continu. On peut également avoir un joint discontinu. Donc on applique la force
et on fait passer le courant. Ensuite, on relâche la force et le courant, on se déplace vers un autre point et on simule le soudage par point. L'avantage du soudage à la molette, c'est la possibilité d'effectuer un joint étanche. Et on peut aussi travailler à la résistance par bossage. Donc, une des tôles contient des bossages préfabriqués, l'autre tôle est normale. Une seule pression fait plusieurs points de soudure. Donc, c'est ça l'intérêt de ce mode de soudage-là, qui est très intéressant pour augmenter la productivité. Donc, c'est intéressant en grande série. Voyons maintenant quelques règles de conception. Tout d'abord, il faut mettre les cordons dans des plans neutres et favoriser les formes symétriques. Donc, la forme que vous voyez à gauche n'est pas souhaitable. Par contre, celle de droite est souhaitable. Parce que le joint est dans un plan neutre et aussi il est des deux côtés. Il faut éviter les concentrations de soudure. Croisement des cordons, c'est pas souhaité, comme dans ce cas-là. Il faut plutôt avoir une conception qui favorise donc pas plus de 2 cordons en un point. Il faut aussi éviter les angles vifs. Un tel assemblage nous donnerait un cordon à angle vif. Ce n'est pas souhaité. Par contre, un cordon de ce type-là serait souhaité. Il faut aussi éviter de souder des épaisseurs très différentes. À gauche, c'est mauvais. À droite, avec un petit usinage de la pièce à forte épaisseur, on arrive à avoir, même localement, une même épaisseur, une même section, et donc c'est moins grave pour les déformations post-soudure. Il faut aussi disposer des cordons en fonction des efforts exercés. Comme dans ce cas-là, ce n'est pas souhaité. Il faudrait plutôt mettre le cordon du côté de l'effort pour un maximum de résistance. Quelques notions de calcul pour finir. Calcul de la résistance du cordon de soudure. Donc si on a ce cas-là, on va parler de deux cas. Le premier cas, c'est la traction. Dans ce cas-là, l'épaisseur de la tôle, c'est A, la longueur du joint, c'est L, la contrainte de la résistance du cordon de soudure est donnée par F sur la section effective utile du cordon qui est A fois L. La partie au-dessus, la partie bombée au-dessus ne compte pas, n'est pas intéressante. Deuxième situation intéressante, en cisaillement. Donc, ce qu'on a, c'est ce cordon-là. Donc, la partie au-dessus, la partie bombée n'est pas intéressante. Donc, voyons qu'est-ce qui se passe. Donc, ce genre de déformation-là qu'on a. Donc, vous voyez par cette animation la nature du joint qui nous intéresse. Donc, sigma égale F sur la section. La section, c'est A. A, elle est donnée ici par le petit trait bleu A, et L, c'est la longueur, sauf que la longueur des deux côtés, de ce côté et de l'autre côté, donc c'est la longueur additionnée. A est égal à quoi? Elle est égale à H cos 45. D'accord? Comme vous voyez dans le triangle rectangle, la partie jaune. Et sigma, donc, c'est égal à F sur H cos 45 fois L. N'oubliez pas que L, c'est quoi? C'est L1 plus L2. Dans ce cas-là, c'est 2 fois L1, mais dans un cas général, ça peut être deux longueurs différentes. Ceci conclut notre capsule. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter le site web ou la page Facebook pour plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les adresser à l'adresse email que vous voyez en bas de l'écran.